Mon propos, c'est d'essayer aujourd'hui de définir les défis de l'intégration maghrébine face à la mondialisation. Le 17 février 2013, l'Union du Maghreb arabe a fêté son 23e anniversaire. Fondée le 17 février 1989 à Marrakech, bien que les responsables des 5 pays membres, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie, continuent de se rencontrer périodiquement, l'UMA ne cesse depuis lors de faire du surplace, loin des aspirations des peuples et des potentialités, marginalisant de plus en plus le Maghreb au sein de l'économie mondiale. L'UMA n'arrive toujours pas à se concrétiser. Ainsi, chaque pays de la région procède dans la gestion de ses relations extérieures avec les divers pays et blocs en l'absence d'une coordination avec les autres pays de la région. Certains pays du Maghreb tentent d'assurer leurs propres intérêts, réaliser des acquis au détriment des autres pays maghrébins, alors que les autres blocs tels que l'Union européenne négocient en groupe leur partenariat avec ces pays, ceux du Maghreb séparés. Cela fait que les rapports deviennent déséquilibrés. Les peuples de la région paient l'incapacité des élites à concevoir un projet commun. Alors que le monde connaît des bouleversements sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Maghreb reste aux abonnés absents. Le rapport de la Banque mondiale de 2009 souligne que l'intégration maghrébine pourrait permettre une croissance du Maghreb de 3 à 4% du PIB en hydrocarbures, gagnant ainsi plusieurs points qui auront une répercussion positive sur la création d'emplois et donc sur le niveau du taux de chômage. Ainsi, on pourrait imaginer les importantes économies d'échelle et gains de productivité si l'intégration maghrébine pouvait se réaliser. Comme je viens de le souligner, l'UMA a perdu plus de la moitié de son poids économique dans le monde entre 1980 et 2012. En réalité, l'impact négatif de la non-intégration est plus important si l'on tient compte des effets cumulatifs dus aux économies d'échelle et surtout le peu d'attrait des investisseurs potentiels intéressés par de grands marchés. Il devient donc urgent, du fait de la densité de nos rapports culturels, que les relations passionnelles soient transgressées dans le cadre des intérêts bien compris de chaque nation. Aussi, la dynamisation des relations entre les pays du Maghreb ne sera possible que si les dirigeants ont une vision commune du devenir commun de leur population et des enjeux géostratégiques mondiaux. La région peut devenir une région économique pivot, intégrant l'émigration ciment de l'interculturalité des échanges, pouvant être un sous-segment de la dynamisation du continent Afrique, enjeu du XXIe siècle qui abritera horizon 2020 plus de 1,5 milliard d'âmes et un quart de la population mondiale horizon 2035, nouveau vecteur de la croissance de l'économie mondiale sous réserve d'une meilleure gouvernance et de son intégration selon une vision pragmatique et progressive. Ce qui permettrait d'éviter ces images désolantes de jeunes fuyant dans le Maghreb que le continent Afrique à partir d'embarcations de fortune. Ce sera une condition fondamentale afin de peser dans les grandes décisions internationales, les micro-États en ce XXIe siècle n'ayant que peu d'impact. Cette vision et c'est important, cette nécessité d'aller vers l'intégration maghrébine, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion de faire un débat Société contemporaine du Maghreb à Paris, et au Parlement européen, très vite, j'ai souhaité faire cela. Mais donc c'est pas une idée comme ça qui vient un jour et qui tombe. C'est vraiment une question importante. Il faut savoir que dès les indépendances, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, cette vision maghrébine était déjà dans les têtes. Et en tant que membre de la délégation Maghreb, j'ai l'occasion d'aller dans ces pays-là. Et la société civile, les citoyens me disent tous, nous sommes maghrébins, c'est important, et nous voulons ce Maghreb uni. Donc, je crois que les parlementaires et la société civile peuvent faire bouger les choses et en tout cas interpeller les gouvernants qui pour l'instant ne sont pas à la hauteur parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne portent pas encore cette vision
suffisamment fortement. Monsieur Beptou, vous venez de prouver et même de confirmer que le Maghreb est une virtualité, mais puisque on est sur la dimension des relations avec l'Europe, est-ce que vous pensez que la politique européenne, qui est engagée depuis maintenant des décennies, va dans le sens d'une intégration? Est-ce qu'elle pousse ou bien est-ce qu'elle sépare les Maghrébins? Je voulais vous demander à M. Beptou d'abord d'expliquer quel était le grand intérêt pour le Maghreb d'approfondir ou même de commencer son union. Mais il s'est passé 23 ans, on n'a pas fait un pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que dans les prochaines années, on va avancer dans cette direction? Parce que je crois que les deux pivots du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie, entretiennent toujours de très mauvaises relations, et on n'a pas l'impression que ces deux pays soient aujourd'hui partisans d'aller de l'avant dans cette intégration. Donc c'est pour ça qu'il va trop changer dans les prochaines années. Effectivement, il y a des forces sociales au niveau du Maghreb qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait l'intégration. C'est lié effectivement à la gouvernance. C'est que l'Amérique latine, rappelez-vous, elle était sous l'égide de dictatures. Les dictatures ont une vision stricte de l'État-nation. Je pense que l'intégration ne peut pas se faire sans la démocratisation des sociétés. Les gens demandent à la Tunisie, à l'Égypte, à la Libye de faire une transition. Les Européens, ils ont mis un siècle et demi pour arriver à ce qu'ils sont encore, c'est pas totalement parti. Bon, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Libye, où il n'y avait pas d'État, c'est que c'est bon de voir que des forces sociales réagissent. On ne sait pas où ça va, en fonction des rapports de force des forces sociales. Mais effectivement, si c'est des forces sociales de progrès qui arrivent effectivement à prendre le dessus sur des forces sociales rétrogrades, on ira effectivement vers une compréhension des peuples. Je suis d'accord avec Malika, c'est que effectivement il ne faut pas avoir une vision strictement économique des choses. Les forces sociales sont des éléments déterminants du progrès économique. Moi, je ne vois pas de différence entre les gens de Tébessa et la frontière tunisienne. Je ne vois pas de différence entre les gens de Oujda et les côtés de Marmire. Je ne vois pas de différence, personnellement. Je ne vois pas de différence. Donc, c'est que c'est lié à la nature des pouvoirs. C'est lié à la nature des pouvoirs. Effectivement, les forces sociales qui sont pour le progrès et l'intégration sont minoritaires par rapport aux forces conservatrices. Moi, je reviens par exemple aux accords de libre-échange que 3 pays ont signés, qui est la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, avec l'Europe. C'est dommage que ces pays sont partis négocier avec l'Europe seule. Et là, est-ce que l'Europe n'a pas joué un jeu dangereux en essayant de diviser les pays du Maghreb pour mettre des clauses qui l'arrangent, qui n'arrangent pas le Maghreb dans sa totalité? Donc, mais là, il faut avoir, moi je pense qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de ne pas avoir une vision coloniale vis-à-vis des pays du Maghreb, notamment la France. Il faut aller vers un copartenariat. Et un copartenariat gagnant-gagnant. Comment construire cette Algérie dans cet espace du Maghreb? Comment permettre à des syndicats du Maghreb de se réunir? Comment permettre à une jeunesse maghrébine montante de se construire, de construire son avenir et de maîtriser son présent? C'est dans ce sens que j'ai encouragé cette initiative et je suis venu. Je salue Malika qui a eu le courage d'ouvrir cet espace d'échange. Je suis très heureux de voir des collègues algériens, des Marocains, des Tunisiens, mais aussi des Européens qui sont là, présents. Comment donner aussi la possibilité à ces citoyens d'avoir le droit de gérer leur propre citoyenneté.
parce que les Maghrébins ont eu une histoire, ont aussi un présent. Ce présent, il se construit avec ses enfants. C'est-à-dire, c'est aux Maghrébins de construire le Maghreb. Et les Européens peuvent être un partenaire véritable dans cet élan démocratique, mais pas une démocratie imposée, mais une démocratie que les enfants du Maghreb peuvent construire eux-mêmes. Certes, il y a des sujets qui fâchent, la question du Sahara, la question des frontières, la question comment concevoir le pouvoir dans ces pays. Si la Tunisie aujourd'hui, elle est en train de se chercher, l'Algérie qui a commencé à se chercher depuis 1962, donc depuis l'indépendance à ce jour, l'Algérie elle est en train de se construire pour des horizons inconnus, tout simplement parce que les pouvoirs en place ne permettent pas à cet élan, à cette aspiration démocratique citoyenne d'exister. Et donc mon intervention, c'est surtout d'encourager ces jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui se rencontrent. Vous savez, il y a eu le Forum mondial en Tunisie, il y a eu des jeunes d'Algérie, des jeunes du Maroc, des jeunes de Tunisie, qui ont fait des ateliers, qui ont accouché des idées. Donc c'est cette dynamique citoyenne, c'est-à-dire qu'il faut accompagner, et je suis persuadé que si chacun de nous, donc le monde politique, le monde économique, le monde financier, met main dans la main, les enfants du Maghreb peuvent réussir le projet. Merci. Quand on a parlé, la première question qui était à propos de comment est-ce que l'Europe peut unir les pays du Maghreb, ne pas diviser, parce que c'est l'attitude de l'Europe aussi. Et c'est vrai que les pays du Maghreb sont tout à fait différents. Le Maroc n'est pas comme l'Algérie et n'est pas comme la Tunisie du point de vue de la volonté d'appartenir à un rapport spécial, d'avoir un rapport spécial avec l'Union européenne. C'est vrai que les Marocains ils ont avancé, la Tunisie aussi, mais l'Algérie n'a pas maintenant une volonté très profonde de la part d'approfondir les accords qui existent maintenant. Alors, il y aura une délégation de l'Union européenne, du Parlement européen à l'Algérie. Je crois qu'on a toujours l'intention d'approfondir ce rapport, mais dans le Maroc, au Maroc, ça existe un comité parlementaire de l'Union européenne et Maroc, ça n'existe pas pour l'Algérie et ça n'existe pas pour la Tunisie. Et les conclusions sont tout à fait différentes. Par exemple, on a eu une rencontre entre le parlementaire du Maroc et le parlementaire de l'Union européenne. On parle de facilitation des visas. Peut-être on peut le faire avec le Maroc, mais pour l'Algérie, c'est difficile, et même pour la Tunisie, il faut parler parce qu'il y a des questions de réciprocité aussi, il y a des questions de valeur. C'est un débat très profond et comme la situation de différents pays n'est pas la même, la position de l'Europe ne peut pas être la même. C'est ça la question. Mais je crois qu'il y a un processus. Et ce qui est intéressant, c'est faire le suivi de ce processus. Il y a déjà une association, un groupe d'amitié pour le Maroc. Ça n'existe pas un groupe d'amitié pour la Tunisie, pas encore un groupe d'amitié pour l'Algérie. Pour l'Algérie, ça existe. Mais notre volonté, c'est faire un groupe d'amitié pour le Maghreb, parce que notre volonté, c'est pas seulement parler avec chaque pays, mais donner un espace pour parler du Maghreb. Est-ce que vraiment l'Europe va soutenir cette initiative? Et deuxièmement, est-ce que comment on va faire on va fonder ce partenariat entre les différents acteurs euro et maghrébins? Parce que du côté européen, je crois qu'il y a encore de résistance. Merci beaucoup. En même temps, on a beaucoup interpellé l'Union européenne, je suis d'accord, mais mon collègue d'Algérie l'a dit tout à l'heure, c'est aux Maghrébins de le faire, mais l'Union européenne ne peut qu'accompagner, sinon on veut dire encore le colonialisme, etc. Donc, un soutien fort, un accompagnement, oui, mais les initiatives doivent venir des Maghrébins même, c'est incontournable. Au niveau de Mme Ashton, le service de Mme Ashton, qui est le service d'action extérieure,
Nous avons eu des rencontres à plusieurs reprises dans le cadre de la Commission des affaires étrangères, dans le cadre de la délégation Maghreb. Il y a une position très claire qui a été prise de dire que l'Union européenne a intérêt à soutenir l'intégration maghrébine et qu'elle le soutiendra. Donc ça, c'est une position politique aujourd'hui qui est faite. Pour revenir au problème de la société civile, vous savez qu'il y a 3 sociétés civiles au monde. Vous avez une vision européen-centriste. Vous croyez que la société civile, c'est la société française. Il y a 3 sociétés civiles. La première, c'est ce que j'appelle l'impérialisme du pouvoir, créé artificiellement par le pouvoir. Il y a la société civile, entre guillemets, mon ami du FFS, démocratique. Nombreuses, éparpillées, mais avec des conflits de leadership. Tout le monde veut être patron. Et il y a la société civile soudée, proche des populations, la société civile islamique. C'est les 3. Avec qui vous allez vous entendre, Parlement européen? Et vous, Européens, évitez de nous plaquer des schémas européocentristes sur une société qui, ou comme un greffe, le cœur sera un corps qu'on va vous rejoindre. Et le grand problème, et la réflexion qui s'impose, c'est comment concilier la tradition et la modernité. C'est tout un problème. Ne venez pas avec des schémas tout faits. Ce serait une lourde erreur. Et pour revenir à l'intégration, si vous venez avec des schémas, vous allez avoir une vision, les gens qui vont vous voir vont avoir une vision, disons, coloniale. Et là, un repli sur soi qui ne favorisera pas l'intégration. Ça va favoriser les forces rétrogrades qui se limitent encore à l'esprit d'État-nation étroit, ce qu'on appelle les pouvoirs dictatoriaux. Pour l'instant, les pouvoirs en place ont plutôt été dans une approche très cloisonnée et très fermée. Or, c'est pas du tout ça. La force, la richesse du Maghreb, c'est sa pluralité. C'est cet espace méditerranéen, africain, arabe aussi, berbère, on l'a pas dit. L'union du Maghreb arabe, l'humain qui a été créé, elle a été fondée sur des fondements complètement à côté de la plaque. Elle a nié la berbérité qui est la spécificité de cette région, et c'est une culture très forte, ancienne. Et je crois que, moi je ne parle pas du Maghreb arabe, je parle du Maghreb. Et je pense que l'union du Maghreb, si elle doit se refonder, il faudra qu'elle soit Maghreb pluriel, justement. Je crois que c'est vraiment essentiel. Je vous donne rendez-vous pour d'autres débats. Merci à tous qui êtes là, et merci pour vos interventions, et à très bientôt.